bonjour à toutes et à tous. Je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle action de la série Inspiration Formation qui est organisée donc avec la région Bretagne pour imaginer ensemble la formation de demain. Ces rendez-vous sont proposés pour réfléchir ensemble aux perspectives innovantes et inspirantes et enrichir vos pratiques pédagogiques. Aujourd'hui, on va parler d'inclusion et de formation dans ce webinaire, puisqu'effectivement, on constate que les organismes de formation accueillent des publics de plus en plus divers et avec des parcours et des besoins, des vulnérabilités également qui sont multiples. On est de moins en moins face à des situations qui sont isolées. Les publics à besoins spécifiques sont désormais plus nombreux et assez présents dans vos formations. Donc face à cette réalité, l'accessibilité et la pédagogie inclusive ne peuvent plus être traitées à la marge. Elles deviennent au contraire une véritable opportunité pour faire évoluer nos pratiques et améliorer la qualité de la formation pour tous. Aujourd'hui, donc à travers des retours d'expérience et des apports théoriques, on vous propose d'interroger la manière dont l'accueil de cette diversité des publics peut renforcer la qualité et l'efficacité des formations. Donc pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Pierre Touban. Bonjour Marie-Pierre. Vous êtes donc docteur en sciences de l'éducation et de la formation à l'INSEI, qui est donc l'Institut national supérieur pour l'éducation inclusive. Donc vous êtes spécialiste de la pédagogie inclusive et de la conception universelle des apprentissages et vous allez nous aider à nous interroger sur la manière dont les organismes de formation peuvent aujourd'hui rendre leur formation plus accessible à tous. Donc vous nous redirez, mais effectivement, vous avez travaillé sur la transition post-bac des jeunes en situation de handicap en suivant plusieurs parcours et plusieurs jeunes dans leur parcours et vous avez tiré des enseignements de cette étude que vous pourrez nous partager. Perrine Larvol, bonjour. Vous êtes chargée d'inclusion au tiers-lieu FLU à Quimper. Et puis Véronique Le Foll, vous êtes référente handicap au Greta CFA Bretagne Sud de l'agence de Lorient. Et donc toutes les deux, vous pourrez nous apporter votre témoignage et vos pratiques concrètes d'inclusion en formation. Je suis également accompagnée de Sébastien Rousseau, qui est donc chargé de veille et d'information au Grève Bretagne et qui sera avec vous sur le chat. D'ailleurs, vous pourrez intervenir comme vous l'avez déjà commencé sur le chat pour partager des pratiques, voilà, des commentaires, des idées ou poser vos questions aux différents intervenants. J'aurai tout au long de ce webinaire un œil sur le chat, donc j'essaierai de relayer vos questions et à la fin du webinaire, on prendra quelques minutes aussi pour répondre à toutes vos questions. Alors voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, je vais demander déjà à Perrine, donc, qui est avec nous aujourd'hui, de nous parler un petit peu de ce tiers-lieu flux. Donc, Perrine, je rappelle, vous êtes chargée d'inclusion au tiers-lieu. Donc, le tiers-lieu, c'est un espace apprenant et inclusif où se rencontrent à la fois des bénévoles, des jeunes, des adultes, notamment des personnes en situation de handicap, mais également des habitants du territoire. Votre tiers-lieu a développé plusieurs activités dont vous allez nous parler et vous réfléchissez de manière transversale à l'accessibilité et à la pédagogie. Donc voilà, on aimerait bien revenir avec vous sur ces pratiques concrètes. Peut-être d'abord, Perrine, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots vos différentes activités et les publics que vous accueillez? Oui, bien sûr. Du coup, Perrine Larvol-Simon, donc oui, en charge de l'inclusion à flux, et je suis accompagnée également de Manouk, qui est en charge des projets jeunesse à flux. Donc nous sommes ouverts depuis maintenant 2 ans, mais c'est un tiers-lieu qui a été pensé et qui a débuté en fait en réalité plus tôt, donc en 2021,
puisque nous avons acheté un lieu et rénové entièrement ce lieu, déjà dans une démarche pédagogique, puisque il y a eu des chantiers apprenants tout au long de cette rénovation et des partenariats divers, notamment avec France Travail et la région Bretagne. Et aussi des organismes de formation. Donc, il y a par exemple l'AFPA et Initiative Formation, puisque nous sommes labellisés donc Definov dans le cadre du tiers-lieu apprenant. Concernant les activités plus diverses et variées, nous avons différents espaces, donc un café dans lequel il y a différentes activités et toute une programmation, à la fois culturelle et à la fois portée par des bénévoles. Donc on peut trouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Il y a également un espace de travail partagé, enfin deux espaces de travail partagés même, un Fab Lab, donc atelier numérique partagé, des salles d'activité et également les bureaux des associations résidentes, puisque Flux est composé de différentes associations. Donc on a une asso qui s'appelle Gwenili, qui œuvre à la mobilité des jeunes en Europe, une asso qui défend et milite pour les droits des personnes LGBTQIA, donc qui s'appelle la Collectif Trans en Finistère Sud, et une asso qui anime et qui gère le Fab Lab, du coup l'association les Portes Logiques, donc sur les questions de numérique créatif et ludique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le Fab Lab justement? Quelles sont les activités qui sont proposées? Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Donc le Fab Lab, il est ouvert les mardis à tous et à toutes lors un temps public d'ateliers partagés, à la fois avec la découverte des machines, la rencontre entre des personnes du coup plus ou moins passionnées par le numérique, juste curieuses, et des temps donc qu'on appelle les curiosités numériques digestes. Là, c'est vraiment un temps de découverte sur un sujet précis, une thématique, avec une personne extérieure le plus souvent qui vient et qui peut faciliter justement l'accès au numérique et discuter de l'impact au niveau sociétal. Donc, ça va être sur l'intelligence artificielle ou la brodeuse numérique, enfin, c'est différents sujets. Les autres temps, c'est à la fois donc de la formation pour adultes, de l'accueil et de l'animation de groupes et d'ateliers. Et puis moi j'anime également un temps de Human Lab, donc c'est tous les jeudis après-midi, qui est donc un temps de conception d'aide technique au handicap pour par et pour les personnes en situation de handicap, donc avec tout un groupe de bénévoles qui sont également associés pour du coup améliorer l'accessibilité du lieu et aussi faciliter l'autonomie des personnes au quotidien. D'accord, donc et le Human Lab, tout le monde peut venir pour participer à ces activités? Oui, exactement. C'est à la fois pour pouvoir découvrir justement tous les usages machines et ce que c'est la conception dans un atelier partagé, et également parler du handicap, ne pas en faire un sujet restreint qui est réservé à des familles confrontées au handicap ou à des personnes, mais vraiment en faire un sujet comme n'importe lequel pour pouvoir améliorer l'autonomie et du coup, surtout, en faire une fabrication collective hors des sentiers habituels et hors des réseaux forcément de santé ou éducatifs. On a aussi... Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment très concrètement, parce que le Human Lab, c'est pas que des discussions ou des conférences, très très concrètement, en quoi ça consiste? Oui, alors on a par exemple fabriqué un coupe-ongle pour une personne hémiplégique pour qu'elle puisse se couper les ongles seule. Donc c'est un coupe-ongle à une main, mais il y a aussi ça peut être activé également au pied via une pédale et un système de fil. Donc c'est fait en impression 3D principalement. Il y a aussi un bras articulé pour une personne qui n'a pas usage de ses membres supérieurs, avec une ataxie importante et qui est en fauteuil roulant électrique, qui le dirige au pied. Et ce bras articulé va lui permettre aussi de manger en toute autonomie. Donc c'est pour vraiment pouvoir manipuler une fourchette et une cuillère. Ces Donc, différents objets sont ensuite documentés. On a un wiki en interne et on fait partie également du réseau des Human Lab, donc avec différents lieux comme ça partout en France qui documentent et mettent en ligne en accès libre ce qu'on fabrique pour pouvoir être répliqué ailleurs dans d'autres Fab Labs. d'accord, donc ça c'est une activité qui effectivement, voilà, est très en lien avec effectivement les situations de handicap, mais vous avez d'autres activités, vous êtes vous-même chargé d'inclusion. Oui. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, des autres activités au sein du tiers-lieu?
où vous pouvez être amené à accueillir des personnes en situation de handicap et qu'est-ce que vous faites avec ces personnes? Comment vous travaillez avec elles? Oui, tout à fait. Ben, heureusement, des personnes en situation de handicap, il y en a dans toutes les activités, c'est-à-dire que le handicap est quand même invisible à 80% et on ne demande pas aux personnes de se déclarer surtout. Donc, ben, c'était important pour nous de penser l'inclusion au sens large. Alors, on se dit inclusif, mais on n'a pas non plus cette prétention. En réalité, on est plutôt un laboratoire d'inclusion. L'important, c'est de vraiment faire avec les personnes et qu'elles puissent nous faire des retours. Donc, on a une commission handi qui est attentive à ça pour faire évoluer l'inclusion bah, tout au long de chaque jour finalement. Donc on a à la fois on organise des événements pour sensibiliser au handicap, mais on essaye aussi d'améliorer notre accessibilité, qu'elle soit physique ou nos outils associatifs, pouvoir associer des personnes à toutes les étapes. Et notamment, on a par exemple dans notre café fait la carte du café en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, avec des personnes d'un foyer d'accueil médicalisé qui ont du coup une déficience intellectuelle pour faciliter la compréhension et pouvoir commander seul. D'accord, donc effectivement, vous ne savez pas toujours, en fait, si une personne est en situation de handicap. Voilà, vous accueillez toutes les personnes comme elles viennent, avec ce qu'elles sont. Je dirais que c'est ça un petit peu le principe de votre tiers-lieu. Mm. Oui, oui, exactement. Et l'important, c'est aussi de continuer à se former sur ces questions. On propose aussi, avec la commission Handi, des sensibilisations et des formations aux bénévoles du tiers-lieu. Mhm. Le café est par exemple tenu seulement par des bénévoles. Et du coup, c'est important pour améliorer aussi l'accueil et la posture des bénévoles de les sensibiliser et de les former sur ces questions. Et nous, on est vraiment sur le parti pris, que ce soit des temps faits par les personnes elles-mêmes. Donc là, pour le coup, ce sont des personnes en situation de handicap, handicap visuel, moteur ou autiste. Enfin voilà, c'est principalement les personnes qui animent ces temps de sensibilisation au handicap dans une approche sociale, vraiment un modèle social du handicap. D'accord. Et vous recevez également des jeunes de l'IME, je crois, Oui, dans on des a projets développé particuliers, ouais. Oui, tout à fait. On a développé depuis maintenant 1 an et demi pardon, je coupe ma batterie, un projet avec un IME puisque une éducatrice a pu venir visiter notre tiers-lieu quand il était encore en construction et été interpellée par ces méthodes justement de pédagogie où chacun, chacune peut trouver sa place. On est vraiment sur des transmissions de savoir horizontaux, avec ce parti pris de se dire que chacun a quelque chose à apporter aux autres, chacun a un savoir, et chaque personne peut aussi apprendre des autres. Euh, donc elle a été intéressée dès la construction de flux, et les jeunes ont pu venir en fait découvrir le lieu, visiter. Et puis assez vite se sont intéressés donc au café et puis un peu plus tard au Fab Lab. Dans le café, finalement, ils sont assez vite devenus bénévoles. Donc à l'ouverture, 1 mois après, ils ont été bénévoles. On a pu les former un jeudi sur deux pendant 6 mois. Et là, depuis 1 an, on a démarré un nouveau volet d'activité, c'est-à-dire qu'avec eux, à la fois ils sont bénévoles au café, mais également ils découvrent, ils montent en compétences au niveau du numérique au Fab Lab. Donc ils vont se former au Fab Lab, à l'utilisation des machines, à l'utilisation de logiciels pour participer et contribuer à la vie du lieu. Donc ils vont créer des objets qui vont servir ensuite au café principalement, mais aussi au tiers-lieu au sens plus large. Et comment, enfin, quelle est votre conception des parcours? Parce que là, il s'agit d'un parcours de formation pour ces jeunes-là. Donc, comment est-ce que vous avez Mm. conçu les parcours pour eux? Comment est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y a une évaluation de leurs compétences? Comment ils s'impliquent dans les différentes activités? Oui, alors nous, on a le parti pris. Moi, je suis ergothérapeute à la base de formation et donc je suis plutôt habituée à faire des bilans très précis de chaque personne et pour proposer des activités le plus adaptées possible. Là, c'est un autre parti pris, c'est de plutôt avoir une démarche participative avec les jeunes, du coup de leur donner accès à une information éclairée, leur permettre de comprendre ce qui se passe et ce qu'ils pourraient faire.
ce qu'ils ou elles pourraient faire, et puis ensuite de les laisser faire leur choix d'être associés, de s'appuyer beaucoup sur l'aspect aussi motivationnel de ces jeunes. Donc on est parti sur le fait de contribuer au café et d'être bénévole associatif par ce biais. Mais ensuite, toutes les propositions qu'il y a au Fab Lab, c'est vraiment eux qui choisissent ce qu'ils font et ce qu'ils fabriquent. On a du coup, on avait des propositions, ils ont fait des choix là-dedans et c'est aussi revu à chaque séance. On fait des allers-retours comme ça régulièrement. Ils posaient aussi des questions aux bénévoles café, donc via la commission café. Moi, je recueille leurs demandes et je les fais remonter à la commission pour, pour qu'ils soient le plus en lien possible et de faire aussi des choses qui intéressent les autres. Donc, ce qu'ils fabriquent, bah, c'est valorisé par les autres bénévoles. Du coup, il y a aussi cet aspect motivationnel qui est important pour eux. Ils se testent aussi beaucoup. Mm. Oui, qu'est-ce que ça apporte au tiers-lieu, cette mixité, et qu'est-ce que ça apporte aussi aux jeunes qui le fréquentent, d'après vous? Mm. Du coup, bah, la mixité au tiers-lieu, c'est j'aime pas trop le terme de changer de regard, mais en tout cas de juste vivre ensemble, en fait, et de partir de cette mise en valeur de la diversité qui est partout. La normalité, ça n'existe pas en réalité, et donc de pouvoir mettre ça davantage en lumière, de créer ces temps d'échange, c'est très important. Et ensuite, les jeunes, eux, ce qu'ils aimaient beaucoup en réussite, c'est cette recherche de la confiance en soi, de l'expérimentation surtout, du droit à l'échec. Et donc, je pense ils se surprennent eux-mêmes et ils se dépassent aussi dans ce genre de moment, puisque ils sont pas jugés, il y a plutôt de l'entraide entre eux. Nous, on leur montre ce qu'on peut faire, les possibles, et on leur apprend par démonstration. Mais ensuite, c'est vraiment eux qui essayent. Ils, euh, ils sont du coup valorisés, mis en confiance dans leurs apprentissages. Et aussi, il y a des retours réguliers d'autres bénévoles, de clients. Donc, les jeunes qu'on accompagne, donc en IME, ils sont avec des troubles du comportement, troubles psychiques, mais surtout des difficultés dans les habiletés sociales, avec des déficiences intellectuelles plus ou moins associées, des troubles praxiques, troubles de l'attention. Enfin voilà, moi je connais pas non plus en fait leur pathologie précise. Je sais qu'ils ont entre 18 et 22 ans et qu'ils ont pour objectif, eux, de découvrir ce qui se passe dans la ville et de s'essayer à justement sortir de l'IME, trouver leur voie, trouver un travail, une formation. Oui, vous disiez en préparant ce webinaire que les jeunes ne sont pas forcément les mêmes au tiers-lieu, voilà, Mm. voilà, que vous les sentez plus, peut-être, voilà, plus à l'aise, ou Mm. est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Oui, en fait, bah ça, pas moi qui l'observe, c'est leur éducatrice qui fait ce retour-là, puisque moi je les connais que au tiers-lieu. Et au tiers-lieu, ils ont en tout cas beaucoup d'entraide entre eux. Alors apparemment à l'IME, ils s'entendent pas forcément autant. Et des personnes qui étaient un peu plus introverties, enfin qui sont plus introverties à l'IME, vont ici être justement plus à l'aise. Donc je pense que le fait d'avoir moins d'attendus, enfin on leur met pas la pression, juste, j'allais dire, ils se la mettent un peu tout seuls, dans le sens où ils ont envie de bien faire. C'est OK s'ils veulent pas participer à cette séance-là et plutôt être dans de l'observation ou juste, dans le café, faire des jeux, accueillir du public ou voilà, faire un peu autrement. On a aussi des situations qui peuvent être très stressantes pour eux. Donc, on a accueilli une journée des métiers des transitions et il y a eu une centaine de personnes qui sont venues. Donc, pour certains, le fait d'avoir le choix et un espace de répit possible, donc il y avait une petite salle à disposition pour qu'ils puissent aller se reposer s'ils étaient justement trop stressés. Cette salle, elle a été utilisée à ce moment-là et c'était important d'avoir cet espace-là, ce possible-là. Mais d'autres qui sont restés et exprimaient leur stress, en fait, étaient surpris eux-mêmes d'avoir réussi à gérer ça, à s'appliquer, à, à faire voilà les gestes qu'on avait pu leur montrer. Il y a aussi toute cette notion d'avoir différents vecteurs d'apprentissage, soit par la démonstration, soit par le support de photos.
la compréhension par des images, parce que toutes ne sont pas lecteurs et lectrices. Et même si on a des outils d'apprentissage qui sont justement faits pour des bénévoles, donc très variés aussi. Par exemple, la mission d'un bénévole café, c'est détailler en ouverture qu'est-ce qu'il faut faire, en fermeture qu'est-ce qu'il faut faire avec les différentes étapes. Donc en fait, ce document qui existe, bah, il existe pour tout le monde. Cependant, bah, il est aussi existant en cours pour le faire justement en photo avec les jeunes. Mais parce que sinon, eux ont pu prendre des photos avec leur téléphone ou ont eux-mêmes en fait adapté aussi les choses. Les supports Donc sont c'est vraiment vraiment de réfléchir. adaptés et accessibles pour tous, et c'est comme ça que vous essayez vraiment de les penser le plus possible, quoi. Oui, exactement. En fait, ben, clairement, par exemple, le facile à lire et à comprendre, on s'est Mm. aperçu dans le magazine de la ville, par exemple, c'est des encarts qui sont lus par tous et toutes. C'est à la base pensé pour des personnes en situation de handicap avec des déficiences intellectuelles, mais pensé par et pour, mais en fait, c'est utilisé par d'autres personnes. Et dans cette logique-là, en fait, on voit vraiment que l'utilisation, l'implication des jeunes permet en fait à tous et à toutes d'être en situation d'apprentissage plus facile. On a tous et toutes des points forts. Certains sont plus à s'appuyer sur l'oral, d'autres plus sur la lecture, d'autres plus sur la démonstration, et c'est ce qu'on utilise, quoi. Mm. Mm. Et vous soulignez aussi que les espaces sont vraiment importants, c'est-à-dire que effectivement les personnes arrivent au sein du tiers-lieu en fonction du jour, de leur humeur. Voilà, il y a possibilité de s'impliquer dans différentes activités ou possibilité aussi de voilà d'être un petit peu plus isolé, d'être un peu plus en observation. En tout cas, c'est un espace qui est ouvert et qui permet plusieurs types voilà de situations et voilà d'investissement en fonction de la journée. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'ont vécu les jeunes, c'est assez exceptionnel. Personne fait ça, de juste venir visiter un lieu une fois, puis ensuite d'être bénévole, c'est quand même très rare de contribuer tout de suite. Il y a tout un temps, et notamment sur les projets jeunesse avec Manu, quand on s'aperçoit, nous, on prône aussi le non-faire. C'est particulier, mais c'est de se dire, ben, en fait, on a le droit, c'est OK de tout ce temps d'observation, de juste découverte d'un lieu, de s'y sentir bien. Déjà, de franchir la porte, c'est une étape, en fait, de rentrer dans un lieu. Nous, on a quand même aussi des personnes qui sont bah, éloignées de lieux associatifs, de venir même dans un café. Donc de formation, ben, on n'en parle même pas, on est dans un tout petit, enfin non, dans un tout petit, dans l'inclusion qui est à son tout début. Et donc c'est pour ça qu'on prône aussi ouais, l'importance de la temporalité et de faire avec les gens petit à petit. Merci beaucoup, Perrine. Je ne sais pas si vous avez oui, autre chose à rajouter de votre côté. Mm. Non, il y a quand même un bon tour qui a été... Mm. Oui. Non, bah De toute après, façon, oui. ouais. C'est juste pour les activités au Fab Lab et donc plus de détails vis-à-vis de ça. Et en fait, on va créer des supports pédagogiques cette année et avec vraiment cette volonté aussi de diffusion et d'implémenter toute notre expérimentation avec ces jeunes. Du coup, ce qui seront disponibles ensuite sur notre site internet. D'accord. Donc, vraiment cette approche par les communs. Le message est passé, effectivement, donc pour Yes. des organismes de formation qui voudraient venir découvrir. Donc vous retrouverez ces supports prochainement sur le site de Flux. Je crois que Sébastien vous a mis le lien du site internet dans la conversation. Eh ben, merci beaucoup. De toute façon, vous restez avec nous. Vous pourrez voilà, réagir si besoin aussi dans les propos qui seront tenus par ailleurs. Je vais me tourner maintenant vers Véronique. Le Foll. Donc, Véronique, vous êtes donc référente handicap pour le Greta de CFA Bretagne Sud, donc l'agence de Lorient. Et donc, vous accompagnez des apprenants en apprentissage ou en formation continue, dont certains sont en situation de handicap. Donc, on aimerait entendre votre témoignage en tant que référente handicap et comprendre effectivement comment vos pratiques, est-ce que vous avez mis en place contribue à une démarche de pédagogie inclusive et qui va être intéressante et positive pour tous.
Donc peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dire de la même manière que Perrine l'a fait, quelles sont les personnes que vous accueillez en formation au Greta et voilà, concernant les personnes en situation de handicap aussi, quels sont un peu les types, les typologies de handicap de ces personnes? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, déjà pour commencer. Alors, concernant les personnes qu'on va accueillir en formation, on va avoir, on va dire, deux types de personnes. Donc, les personnes qui sont plutôt en reconversion avec des dispositifs financés par la région Bretagne, Qualif Emploi, par exemple, mais aussi prépa avenir adulte, prépa avenir jeune. On peut avoir aussi des prépa FLE, du prépa clé, donc toute la gamme région, on va dire. Donc là, des personnes qui sont âgées de 16 à 60 ans, voire même plus parfois. Euh, donc souvent, voilà, dans une idée soit de reconversion, soit de projet. Et après, on va avoir des apprentis. Donc là, plutôt public jeune aussi, souvent ouais, de la première au BTS. Donc, après, bah, effectivement, sur ces publics, on va retrouver différentes typologies. On remarque quand même, en fonction du type de personne, le type de handicap sera effectivement un petit peu différent. Sur les apprentis, on retrouvera beaucoup de troubles du langage, enfin, pardon, des apprentissages, des troubles 10, dyslexie, dysorthographie principalement. On a accueilli aussi plusieurs apprentis qui avaient avec de la surdité. Et puis après, c'est vrai que sur le dispositif Qualif Emploi notamment, on aura pas mal de personnes, bah, reconversion oblige, qui souffrent plutôt là sur du handicap moteur, qui ont eu des pathologies liées à leur ancien métier, qui ont provoqué des névralgies, notamment voilà, tout ce qui va porter sur le corps. Maintenant, on voit aussi des personnes d'une cinquantaine d'années qui se découvrent des troubles 10 qui n'avaient pas été diagnostiqués avant, parce que c'est un fait qu'il y a une quarantaine d'années, je pense qu'on diagnostiquait moins les troubles 10 que maintenant, et qui voilà sont au courant de tout ça et se disent ben tiens, finalement les troubles que j'avais, que j'ai toujours là maintenant, de me remettre en formation, ils reviennent et tiens, ben, il y a peut-être quelque chose. Donc on commence à identifier aussi des troubles d'apprentissage chez les adultes, et on va les accompagner également euh, voilà, dans Bien ça, quoi. sûr, bien sûr. Du coup, vous êtes référente handicap pour le Greta. Quel est votre rôle au quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il n'est pas forcément au quotidien parce que c'est pas mon activité principale au Greta. Je suis en premier lieu coordinatrice de formation, mais il est un peu présent tout le temps, ce rôle de référente handicap, plus ou moins. Mhm. Mais moi, mon rôle, il va être déjà de recevoir les personnes, de comprendre leurs besoins, de comprendre déjà s'ils sont clairs eux aussi sur leurs besoins, parce que, comme je vous disais, les personnes qui sont en reconversion, pour qui c'est nouveau d'avoir voilà, cette souffrance, toutes qui ne sont pas clairs dans les besoins, notamment d'adaptation. Donc, c'est vrai que là, bah, ça va être dans un premier temps de les écouter. Et donc là, je travaille évidemment avec mes collègues qui vont faire, mes collègues coordinatrices notamment, qui vont avoir elles aussi une première approche, une première discussion, et si besoin, voilà, orienter les personnes vers moi, donc de les accueillir, de les écouter, et ensuite, eh bien, de pouvoir mettre en place les adaptations nécessaire. Et pour ça, alors moi, contrairement à Perrine, je suis pas du tout ergothérapeute de formation, donc je suis assez limitée dans mes possibilités. Donc là, heureusement, on a les partenaires qui sont présents, donc on fait appel donc à la GFIC qui met en place un appui spécifique, et là, on peut avoir une vraie évaluation des besoins avec une ergothérapeute qui viendra donc évaluer les besoins, et après, on peut mettre en place soit les aménagements matériels, mise en place de fauteuils, de tout matériel qui sera adapté aux personnes, soit souvent là sur les troubles plutôt de l'apprentissage, on va travailler avec l'ADAPT notamment,
pour pareil, une évaluation des besoins et puis après, adaptation pédagogique, voilà, qui vont bien, quoi. Oui, dans le cadre de la ressource handicap formation, Oui, donc portée tout par à la fait, GFIP, tout effectivement, à fait. solliciter une prestation Ouais, pour tout à fait. pouvoir effectivement évaluer les besoins Ouais. pour Donc ces là, personnes voilà, qui peuvent être concernées. tout à fait. Donc là, ça va être mon rôle de mettre en place tous ces accompagnements, de mettre en lien tous ces acteurs et de faire le suivi aussi au cours de formation avec les collègues coordonnatrices, pas forcément avec l'apprenant lui-même, mais au moins avec les collègues qui sont en contact voilà, privilégié avec eux, de m'assurer que tout aille bien et que ça convienne et avoir un retour d'expérience aussi, quoi, Hmm. surtout. D'accord. Et donc, ces personnes donc, avec des besoins spécifiques, vous les repérez à quel moment du parcours? Est-ce que vous êtes au courant en amont? Est-ce que c'est pendant la Idéalement. formation? Idéalement. Alors, idéalement, donc, nous, on communique déjà sur les temps d'information, on communique sur le fait qu'il y a des référents handicap dans nos structures et qu'il ne faut pas hésiter à en discuter avec la personne qui les recevra en entretien. Donc, c'est vrai que dans la situation, on va dire, idéale, la personne, quand elle est reçue en entretien par la coordinatrice, va évoquer ses besoins. Maintenant, il n'y a aucune obligation. On n'a pas, voilà, on n'est pas tenu de leur demander s'ils ont un handicap, de quelle nature. Ça, c'est libre à la personne de nous en parler. Donc parfois, effectivement, ça va être vu en amont. Parfois, c'est en cours de formation. Soit la personne elle-même va dire, en fait, là, j'ai des difficultés, il faudrait m'aider. Soit les formateurs ou les formatrices qui, eux, vont constater qu'il y a une difficulté et toute la difficulté. Justement, alors là, après, c'est parfois compliqué d'expliquer à la personne qu'elle a une difficulté et qu'il faut être accompagné et de l'orienter vers les structures et vers une demande parfois de RQTH. Et ça arrive qu'on fasse qu'on soit face à un refus, à un déni de la personne, ça peut arriver et là on est un peu bloqué parce que la personne reste maîtresse de ses décisions et parfois certaines vont dire oui effectivement je veux bien de l'aide et donc là on en place les choses. Et est-ce que vous constatez dans vos formations qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des besoins particuliers ou spécifiques? Est-ce que c'est un constat que vous faites, que vous partagez? Oui, 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 oui. Je pense que c'est peut-être aussi du fait que on est capable de mieux les accompagner parce qu'on bénéficie de formations justement avec Idéo ou avec nous aussi notre réseau des Greta grâce à la GRAFPIC, la Direction régionale académique de la formation initiale et professionnelle continue. Enfin, voilà, donc on a un réseau aussi, donc on est formé. Donc je pense que du coup on est plus sensible, on est mieux formé, donc je pense qu'on voit mieux les gens et puis ça fait peut-être ça fait peut-être aussi moins peur d'accueillir les personnes en formation, donc d'ouvrir peut-être plus facilement les portes aussi là où on pouvait peut-être avoir une réticence. Mais comme sur la formation initiale, sur le niveau scolaire, où maintenant, dans les écoles, on développe effectivement l'inclusion parce qu'on sait plus facilement faire. Donc, du coup, oui, oui, je pense que on Et, constate plus de personnes. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que du coup, ça vous a incité justement un peu à l'image de ce qui est fait Oui, au sein du tiers-lieu à penser des supports qui soient justement ouais, tout à accessibles fait. à toute la diversité des publics qui existent Ouais. ou à Oui, innover oui, et de quelle manière justement? ouais. Alors, il y a des innovations, enfin, dans le sens où on accompagne maintenant les formateurs aussi, justement, sur ce que disait Perrine, les supports FALC. Alors, on n'oblige pas les formateurs, évidemment, à suivre les formations, mais on propose des formations, donc notamment proposées par l'ADAPT, pour des supports FALC. Comment savoir faire des supports FALC? Donc ça, c'est la première chose. Et après, l'innovation qu'on peut faire, ou du moins l'accompagnement, ça s'est passé par la création d'un poste, enfin, d'une nouvelle fonction. Je pense qu'on est enfin, c'est même sûr qu'on a été le premier CFA à le faire en Bretagne et probablement en France, de ce que j'ai pu comprendre. On a créé un poste d'accompagnatrice d'apprenants en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on est parti en fait, c'est venu de Alexis, un de nos apprentis, qui est arrivé en BTS, voilà, en apprentissage, donc qui avait un bac pro électrotech
et qui était suivi. Il avait des troubles multidis et des TDAH. Donc, du coup, il était accompagné d'une AESH, hein, ou AVS anciennement, mais AESH dans sa scolarité. Et là, ça a été vraiment chouette parce que on l'a reçu dès le mois de juin, donc bien avant l'entrée en formation avec sa maman, et il nous avait dit, ben voilà, moi j'ai une AESH, il va me falloir quelqu'un pour m'accompagner dans la poursuite de ma formation. Et c'est là où ça a été compliqué parce que les AESH, on ne pouvait plus bénéficier de cet accompagnement puisque Alexis changeait de statut, c'est-à-dire qu'il n'était plus élève, mais il passait apprenti. Donc, de fait, plus d'accompagnement d'AESH. Et du coup, on s'est dit, on ne peut pas laisser ce jeune homme sans rien. Donc, on a créé ce poste d'AASH, donc en dupliquant, hein, en reprenant un peu la fiche de poste qui existait. Et puis, alors ça n'a pas été simple parce que, comme toute nouveauté, ça a été, voilà, à l'académie, c'est quelque chose qui n'existait pas, donc ils ne voulaient pas vraiment s'engager. À la GFIP, on disait, mettez en place, on vous financera après, mais l'académie nous disait, ayez d'abord le soutien de la GFIP, puis on fera. Enfin, bon, il y a un moment donné, on s'est lancé. On a mis en place l'accompagnement et donc, on a recruté une personne qui était très bien formée sur cette thématique, très, très sensible aux troubles 10 notamment, et donc qui a accompagné depuis plusieurs apprentis, qui notamment, là, elle va accompagner une jeune fille qui était en dispositif Ulysse, qui là devient apprentie en coiffure. Donc, du coup, voilà, on a mis en place un accompagnement avec la coordinatrice du dispositif Ulysse pour qu'il y ait une continuité, quoi. Et est-ce qu'il y a une transmission, parce que du coup là il y a un poste qui a été créé, mais est-ce qu'il y a une transmission de savoir auprès de l'ensemble de l'équipe? Comment est-ce que ça infuse dans l'organisme de formation? Oui. Alors, parce que Khadija, voilà, c'est notre collègue à ASH, participe, déjà, elle est présente dans les cours. Donc, de fait, elle communique avec l'équipe pédagogique. Elle est présente lors des conseils de classe. Euh, elle témoigne également. On a un petit journal interne où elle a eu une interview et pouvoir expliquer. Donc, nous aussi, elle reste disponible, voilà, auprès de tout le monde et on, comment dire, on fait en sorte qu'elle puisse, voilà, parler de son expérience et aussi de son savoir, puisqu'elle dispose d'un savoir qu'on n'a pas forcément, puisqu'elle a suivi de nombreuses formations sur les handicaps et notamment, voilà, comme dit, les troubles du langage, c'est quelque chose qui la passionne, parce qu'elle est vraiment très, 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 très formée sur le sujet. Donc voilà, donc elle fait partie de l'équipe pédagogique. Donc l'idée, c'est qu'elle puisse infuser justement Hmm. ses connaissances et ses pratiques. Sur l'ensemble Oui, sur de l'ensemble, l'équipe. ouais, on essaye. D'accord. Il y avait plusieurs questions dans le chat. Je regarde. Alors, une personne enfin, par rapport au dispositif de formation accompagnée demandait si vous utilisiez ce dispositif formation accompagnée. Je ne sais pas si vous le connaissez, non, pas forcément. Alors, là, comme cette formation Le accompagnée. DFA, dispositif de Ah, formation accompagnée. si, oui, oui, oui. Le dispositif, oui, oui, qui a été par la région. Alors, oui, parce qu'effectivement, alors, on va être confronté, hein, comme tout organisme de formation, enfin, tout organisme, j'ai envie de dire, des difficultés aussi d'ordre financier. Et parce que l'accompagnement que l'on peut mettre en place, tous les accompagnements, hein, nécessitent systématiquement pour bénéficier du financement de la GFIP que la personne, un apprenant, quel que soit son statut, apprenti, formation continue, ait une RQTH ou une équivalence jeune. Et heureusement, effectivement, certains jeunes, et on ne les oblige pas, refusent d'avoir cette RQTH, de s'engager dans une demande de RQTH,
ne s'estiment pas handicapés, ce qu'on peut comprendre. Et heureusement, oui, effectivement, il y a l'apprentissage accompagné qu'on peut mobiliser. Et on le mobilise d'ailleurs. Là, Il y a effectivement plusieurs, enfin, on va pas forcément rentrer dans non, l'ensemble des non, ouais, dispositifs existants, mais il y a effectivement ouais, plusieurs ouais, dispositifs qui existent pour ouais, accompagner ces ouais, personnes. ouais, tout à J'ai fait. une autre personne qui demande si vous disposez, vous, au niveau du Greta, d'un listing des référents handicap qui pourrait être consulté par les structures du réseau pour l'emploi. J'imagine que c'était le sens de la Oui, question. ben, on est trois, donc on a, nous, au Greta Bretagne Sud, donc trois agences, Vannes, Pontivy, Lorient, et on a, alors, à Pontivy, là, la personne qui s'occupait, qui était référente handicap, nous a quittés. Donc là, ben, j'assure l'intérim, mais il devrait y avoir quelqu'un qui, a priori, devrait, donc oui, oui, nos noms figurent sur les plaquettes Hmm. du Greta, sont accessibles, sur le site internet, avec nos emails, voilà. Ok. Ok, sur la formation, Marion qui nous pose une question sur les formations Falc, bah, je vous incite à vous rapprocher de Véronique directement. Peut-être on peut mettre, enfin Véronique, vous pouvez mettre votre mail dans le chat. Il y a une personne qui Oui, vous posait une question un petit peu précise sur les formations Falc. Et puis Martine qui nous pose une dernière question. La personne AASH accompagne-t-elle le jeune tout le temps qu'il est chez vous ou seulement sur quelques séances? alors en fait, c'est au besoin. Euh, c'est le, c'est l'apprenti, puisque pour l'instant, on pourrait tout à fait envisager que Khadija puisse accompagner d'autres apprenants de la formation continue. Et pour l'instant, ce sont des apprentis. C'est au besoin, c'est-à-dire que c'est l'apprenti qui identifie les cours sur lesquels il a besoin d'être accompagné. Et évidemment, c'est évolutif. Parfois, ben, effectivement, ils n'avaient pas identifié que sur certains cours, ils avaient besoin, puis en cours de route, on se rend compte que ben, finalement, il y aurait besoin, ou inversement, on peut réduire. C'est à la carte, en fait. Il y a pas, c'est vraiment à la carte, c'est au besoin de l'apprenti. D'accord. Bon, je pense il y a pas forcément d'autres questions dans le chat. Est-ce que Véronique, vous aviez quelque chose que vous souhaitiez rajouter de votre côté ou... Non, juste ce qu'on constate, c'est que c'est un travail de longue haleine de faire évoluer les pratiques dans l'inclusion, dans les adaptations pédagogiques. On s'y attelle. Après, on est aidé, heureusement, effectivement, comme je disais, par l'académie qui aide. Maintenant, après, ben, ça se fait Mhm. tranquillement, sûrement, mais ça, voilà. Ok. Alors, le financement et temps de travail de Kaja, alors ce que je vois du coup la Oui. question, temps de travail, ben, il est chaque année, il varie chaque année parce que c'est en fonction du nombre d'apprentis que l'on a, du nombre d'heures dont ils ont besoin. Le financement, ben, puisque ce sont des apprentis, donc on a effectivement l'aide de l'OPCO de 4 000 euros, donc on développe la majoration du coût contrat de 4 000 euros, et le complément est assuré par la GFIP. Donc en fonction du nombre C'est ça. Mm. d'apprenants C'est ça, du nombre euh, d'heures de chaque apprenant, avec ses c'est besoins. ouais. Mm. Ce qui n'est pas D'accord. simple hein, pour elle d'ailleurs parce que c'est un travail malgré tout très précaire Mm. euh, Mm. parce que chaque année, ben, voilà, on ne sait pas, on peut pas lui dire combien d'apprentis. Alors quand ce sont des formations sur 2 ans, ben voilà, on sait que ça va être voilà pour l'année suivante, mais c'est toute la difficulté effectivement que l'on a. On aimerait pouvoir pérenniser son Mm. emploi et offrir plus, mais voilà. D'accord, bah merci beaucoup Véronique pour ce Avec plaisir. témoignage. Donc de la même manière, vous restez avec nous et puis donc si besoin, voilà, on reviendra vers vous avec Marie-Pierre. Et donc maintenant, je vais donc passer la parole à Marie-Pierre Touban. Bah, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient éventuellement que vous êtes donc docteur en sciences de l'éducation à l'INSEI, donc l'Institut national supérieur pour l'éducation inclusive. Donc, bon, vous avez pu écouter donc les témoignages de Perrine, donc du tiers-lieu flux, et puis de Véronique, donc du Greta. Par rapport aux travaux de recherche que vous avez pu mener, quels sont les éléments sur lesquels, voilà, ce qui vous attire ou sur lesquels vous souhaiteriez porter votre attention?
Merci beaucoup Sylvie, merci à Perrine et Véronique aussi parce que c'est évidemment beaucoup plus facile d'intervenir du coup après vous parce que vous avez déjà partagé énormément de matière, hein. Et donc peut-être pour démarrer, ce que je voulais faire, c'est tirer trois fils de vos interventions respectives qui vont permettre aussi de mettre en perspective la tension, on va dire, entre une approche plutôt compensatoire et individuelle et puis une approche plus collective vers l'accessibilité à visée universelle. Peut-être le premier fil que je souhaitais tirer, c'est sur la question du réseau, hein. On voit bien dans vos interventions respectives comment le réseau est quelque chose d'important. Et y compris le fait que vous interveniez aujourd'hui, c'est aussi une façon de valoriser et de conforter, confronter et conforter un réseau en tant que tel, hein. Donc cette idée de territoire, hein, avec des liens, et dans la logique de réseau, on est là-dessus, hein, avec des liens qui gardent quand même une dimension informelle, hein. C'est vraiment cet espace-là de réseau qui va faire qu'on va pouvoir solliciter en tant que de besoin par rapport à un problème commun, précis, sur lequel on se questionne. Donc ça, c'était peut-être le premier rebond, entre guillemets, que je voulais faire. Le deuxième rebond, et on voit on passe à l'étape du dessus, hein, et vous l'avez évoqué, vous avez employé aussi ce terme, hein, de partenariat, hein, vraiment. Donc comment est-ce qu'on va passer du réseau plus informel à de partenariats? Véronique l'a évoqué, par exemple avec l'ADAPT sur certaines situations, avec la GFIP, hein, le fait de pouvoir s'appuyer sur des prestations ponctuelles. On voit que là, on est passé à une autre dimension. Et je me suis amusée pendant les interventions respectives à noter tous les dispositifs que vous avez pu évoquer. Et on voit en particulier en France, alors moi je travaille beaucoup dans le cadre du système éducatif, donc je le vois particulièrement, mais on le voit aussi dans le lien formation-emploi et plus largement dans les politiques régionales, on a une capacité assez importante à créer des dispositifs dès qu'une difficulté sociale va émerger sans forcément faire un état des lieux de l'existant, faire une évaluation aussi de l'existant et de se dire, est-ce que le nouveau dispositif que je crée, il rentre en concurrence avec d'autres? Est-ce que c'est une brique supplémentaire ou est-ce qu'il va couvrir d'autres choses? Bref, des fois, on est un peu embêté aussi avec tous ces dispositifs, y compris parce qu'on sait que les personnes, quand elles ont des caractéristiques particulières, elles sont jamais complètement dans une case, mais très souvent à cheval sur plusieurs, hein. Et donc, questionne aussi l'existence des dispositifs eux-mêmes parce qu'on va voir, y compris des logiques de relégation, avec des personnes qui, de dispositif en dispositif, se trouvent reléguées, hein. Et il y a des recherches assez intéressantes qui avaient été faites sur la garantie jeune, hein. Et c'est toujours cette crainte qu'on a quand on crée un dispositif, que ce ne soit pas les premiers concernés qui en bénéficient pleinement, hein. Bon, voilà, donc ça c'était, je pose des petites pierres de réflexion collective et commune. Le troisième rebond, et c'est en particulier ce qu'a pu évoquer Perrine, hein, c'est la question de la participation sociale, hein, où on voit bien un des enjeux en lien. Alors, moi, je fais le lien de façon assez forte, hein, dans le cadre de l'approche par la non-discrimination, la Convention des droits des personnes handicapées. On voit bien que sur cette notion de participation sociale, donc, qui sert aussi à définir les situations de handicap, mais on voit bien à travers l'expérience qui est menée, l'expérimentation qui est menée, comment est-ce qu'on va être dans une logique qui va combiner trois moments. Hein, je pense aux travaux de Joël Zask sur cette question, trois moments du rapport d'un individu, d'une personne à un groupe. Le premier moment, c'est comment est-ce que je prends part. Et prendre part à la vie du groupe, parfois, ce n'est qu'observer, effectivement, hein, et donc respecter aussi ces temps-là. Comment est-ce que, et là on voit qu'on a un engagement plus fort, comment est-ce qu'on va contribuer au développement du groupe et à son enrichissement? Deuxième dimension de la participation sociale. Et puis la troisième dimension, c'est qu'en retour, on va bénéficier aussi de l'existence et des ressources du groupe lui-même. Voilà. Et c'est peut-être ces trois éléments-là que je voulais reprendre en début parce que je pense que ça fait sens aux interventions et ça fait sens aussi à la question de la formation. Alors évidemment, vous avez évoqué aussi beaucoup d'autres choses, hein, la question du statut, la question des frontières, la question des publics, de l'âge, auquel je rajoute aussi les questions de maturité, la question des étayages. L'étayage, oui, mais jusqu'à quand, comment? Et le but d'un étayage, c'est aussi de l'enlever à un moment donné.
Est-ce qu'on l'enlève complètement? C'est une vraie question. La question des attentes. Et puis, il y a une dernière dimension. Alors, même si on est surtout public, formation initiale, continue, apprentissage, professionnalisation, etc., on voit aussi une problématique, et je pense qui impacte particulièrement vos structures, hein, c'est celle de l'émergence de la jeunesse en situation de handicap. Pendant très longtemps, on avait des enfants, des travailleurs. Au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passait. Bon, au milieu, il se passait des choses, bien évidemment. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que depuis une dizaine d'années, pardon, y compris dans les politiques publiques, on va voir apparaître et émerge la jeunesse en situation de handicap qui était complètement occultée des politiques publiques. Aujourd'hui, le comité d'orientation de la jeunesse a des mesures spécifiques pour les jeunes en situation de handicap, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ce Hein, que donc, vous voulez dire, c'est qu'il y avait, enfin, on identifiait des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire, c'est ça que vous voulez dire? oui, Et dans le après, milieu scolaire. dans le milieu de l'emploi, enfin Oui, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Et au milieu, ben, on ne savait pas trop comment se faisait ce lien formation-emploi, y Hmm. compris il y avait des logiques aussi plus de filiarisation où hop, il y avait un passage. Et autour de cette question de la jeunesse, c'est aussi la question, alors la jeunesse, les jeunesses, mais c'est aussi des aspirations particulières d'un moment de la vie qui est partagée par les jeunes. Hein. Et moi, bon, mes recherches portent effectivement, vous l'avez évoqué, sur la transition entre l'enseignement secondaire et supérieure des jeunes en situation de handicap, ce qui permet de voir qu'est-ce qui est spécifique pour les jeunes en situation de handicap en termes d'expérience commune, qui fait y compris qu'il y a une action publique particulière, et qu'est-ce qui va être commun à l'ensemble de la jeunesse. L'aspiration à plus vivre chez ses parents, l'aspiration à pouvoir se déplacer comme on le souhaite et quand on veut, l'aspiration à avoir des relations avec d'autres jeunes, hein, ce qui parfois n'est pas le cas, hein, y compris moi, dans mes recherches, il y a des jeunes, ils n'ont aucune relation avec d'autres jeunes en dehors du lycée. Voilà, ils sont en BTS, ils ne voient jamais un autre jeune en dehors du lycée, hormis parfois dans leur famille. Hein. Donc, on voit bien là qu'il y a des enjeux particuliers. Alors peut-être pour revenir à notre sujet sur accessibilité, pédagogie inclusive, hein, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des collègues, ingénieurs de recherche, concepteurs pédagogiques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre quelques éléments là en perspective. Et puis peut-être de se dire aussi, hein, en lien sur réseau, partenariat, communauté de pratique, comment ce que les uns et les autres réfléchissent peut aussi être mis en commun. Hein, parce qu'on voit trop souvent, bah, là aussi, dans le cadre de la formation, y compris dans les pratiques pédagogiques, parfois des logiques de silos qui vont se reconstruire alors qu'on a tant à partager. Et ça, c'est un appel à la fois très personnel, mais j'en suis tout à fait convaincue. Je voulais juste partager une seule diapositive avec vous, pas deux, vraiment une seule. J'espère que vous la voyez pleinement. Oui, oui, c'est très bien. Et mon idée, c'était vraiment de repartir de là. La loi de 2005, c'est une grande loi sur l'accessibilité. L'école, l'emploi, les nouvelles technologies, les transports, tout est dans la partie relative à l'accessibilité de la loi. Dans sa mise en œuvre, que ce soit à l'école, à l'université, dans les organismes de formation, etc., on a plutôt une approche en termes de mise en œuvre liée à la compensation individuelle des conséquences du handicap. Et on voit bien aujourd'hui qu'on atteint des logiques, y compris de plafond, où on voit bien qu'on n'arrive plus à répondre avec l'augmentation du nombre de personnes concernées, l'augmentation de la scolarisation et dans les parcours à l'ensemble des besoins. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir en termes de non-discrimination, en termes d'approche qui va permettre de ne pas forcément dévoiler si on ne le souhaite pas, hein, et on l'a évoqué, des personnes qui ne souhaitent pas se faire reconnaître. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un environnement qui soit un environnement capacitant? Et du coup, je voulais revenir sur ces deux approches, compensation, accessibilisation, et je fais exprès d'employer ce terme-là. Hein. On est bien sur une visée d'accessibilité universelle, euh, sur cette compréhension hein, avec une approche plus individuelle qui va répondre aux besoins d'un apprenant, qui va permettre de surmonter un obstacle de l'environnement et qui, quelque part, va être momentané, à une approche en termes d'accessibilisation qui va être du coup collective, qui va répondre aux besoins de l'environnement d'apprentissage. Hein. Ça veut dire qu'il y a tout un enjeu de visibiliser, d'objectiver quels sont les obstacles dans l'apprentissage et dans l'environnement d'apprentissage. Et donc, ça appelle à concevoir un environnement sans obstacles. Hein. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est vraiment sur ce point-là. Parce que le but, c'est effectivement que ce soit durable. Même si on le sait, et Sylvie, vous l'avez
l'avez évoqué au départ du webinaire, hein, le principe, c'est la diversité des apprenants, hein. Mm. Donc, on sait qu'il y aura besoin de réajustement, même si on a levé le plus d'obstacles possible. Donc, on est aussi tout le temps dans le faire, dans l'essai, l'erreur, en essayant évidemment qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Et du coup, je me suis permis de partager ce petit visuel de la CNSA, hein, sur l'articulation accessibilité-compensation. Oui, Donc ce l'idée, c'est qu'on pas de dire comprend, oui, Marie-Pierre, c'est que plus c'est accessible, pardon, moins on aura besoin de mettre en place des aménagements individuels. tout C'est à ça. fait. On est sur cette logique-là, tout en gardant en tête et à l'esprit que pour certaines personnes, il y aura toujours besoin de compensation individuelle. Donc Mm. ça ne veut pas dire on jette tout un côté, hein. Ça veut dire on rééquilibre et on rattrape peut-être le retard qu'on a eu Mm. en tant que tel sur l'accessibilité. Et je pense que c'est plus en ce sens-là sur lequel il faut aller aujourd'hui, hein. Comment est-ce qu'on rattrape ce retard pour répondre aux besoins de la majeure partie des apprenants? Parce que ce que nous montre aussi la recherche, et je pense que ça c'est évidemment un point d'entrée intéressant, c'est que bah, ce qui va être utile aux personnes en situation de handicap, plus largement, va être utile à l'ensemble des apprenants. Et c'est en cela que l'entrée par le handicap, on peut se dire, oh là là, on rentre par une catégorie, on recatégorise, on remet dans des cases. En réalité, c'est une modalité pour réfléchir autrement, pour repenser et questionner ces pratiques et ouvrir sur cette notion de la diversité des apprenants qui est un des points de départ de la réflexion, y compris sur la pédagogie universelle, la pédagogie inclusive. Bon, moi, je me suis amusée dans ces derniers temps dans les différents travaux de recherche scientifique sur ces questions-là, d'essayer de traquer tous les termes employés dans l'espace francophone, j'arrive à environ une quinzaine d'expressions différentes pour parler à peu près de la même chose. Donc, ne nous battons pas sur les termes, disons qu'on a envie d'être accessible le plus largement possible à l'ensemble des apprenants et des apprenantes, et c'est ça notre point de départ, avec cette volonté de pouvoir lever les obstacles avant que les obstacles apparaissent. Alors, Et il y a là, oui, allez-y. dans le chat, Christine qui nous demande Mhm. si vous avez de la littérature à conseiller, mais pour voilà, savoir justement comment rendre les supports et la pédagogie la plus inclusive possible. Mais avant de parler littérature, vous avez peut-être des exemples, puisque vous avez effectivement beaucoup travaillé sur cette question. Donc, comment on fait concrètement quand on a un organisme de formation pour rendre notre pédagogie plus universelle et plus accessible? Comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Étape 1, je ne sais pas si on va faire en étape, mais Mm. euh, il y a plusieurs éléments. Premier élément, on va avoir un premier temps de réflexion où on va redéfinir, ce qui n'est pas du tout novateur, hein, ce qu'on appelle traditionnellement l'alignement pédagogique. Quels sont les objectifs de formation? Comment je fais pour y aller? Est-ce qu'il y a une cohérence entre le contenu de mes cours, les objectifs terminaux et les modalités d'évaluation? Mm. Et ça, typiquement, alors moi, quelqu'un disait tout à l'heure, je suis passionnée par, moi, je suis passionnée par l'évaluation. Voilà. Je pense que c'est un des sujets qu'on a très longtemps laissé de côté, qu'on fait des évaluations d'un format parce qu'on a toujours fait comme ça, alors qu'il y a plein de choses à inventer, à innover pour aller vraiment au plus près des compétences des personnes et leur permettre de démontrer leurs compétences et non pas leur capacité à utiliser une aide technique ou quoi, ou qu'est-ce. Alors, Donc, il y a juste, je vraiment vous un enjeu de interromps ce point de vue-là. Oui. sur l'évaluation parce que c'est vraiment très intéressant. Justement, enfin, en préparant, vous me disiez qu'il y a Mm, possibilité de travailler sur différents formats d'évaluation. On n'est pas obligé mm, d'avoir une évaluation qui soit la même pour tous. Et mm. pourtant, ça, c'est une vraie exigence, et notamment dans le milieu universitaire ou académique, où Mm. effectivement, on est sur des choses qui sont vraiment très, très normées. Donc, comment vous en sortez, vous, à ce niveau-là? Alors, je le vis bien, je vous le dis tout de suite, et on peut tous bien le vivre. Première, la première entrée, bon, on est vraiment sur la tension entre les principes d'égalité et d'équité, hein. Et quand on va aborder en particulier la question d'évaluation, très souvent on nous dit, ah, mais au nom de l'égalité, est-ce que. Bon, au nom de l'égalité, si on ne fait pas un certain nombre d'aménagements, on discrimine une partie des apprenants, ce qui quand même pose des questions éthiques profondes, y compris plus qu'éthiques même. Euh, Moi, je prends souvent cet exemple. Est-ce que je prends deux exemples. Le premier, c'est alors pour ma génération, hein, épreuve anticipée de français, dissertation, commentaire de texte. On évalue les mêmes compétences différemment.
Est-ce que ça a posé un problème? Non, on a la moyenne, on n'a pas la moyenne à l'épreuve anticipée de français. Quand on ait fait la dissertation, le commentaire de texte, on est capable de pouvoir valider un niveau scolaire pour le baccalauréat avec des modalités différentes. Deuxième exemple, un diplôme obtenu par VAE ou par formation initiale, on obtient le même diplôme. Et pourtant, on va partir de modalités complètement différentes. Un diplôme de la voie initiale ou en apprentissage, on obtient le même diplôme à l'arrivée, hein. Donc, on l'accepte dans certains cadres, mais pas dans d'autres. Moi, je vais vous donner un exemple. Je travaille avec des étudiants en Master 2 de sociologie. Ils ont déjà un mémoire à rendre, donc je m'amuse pas à leur redemander un mémoire. On est vraiment sur une question, sur des cours liés à la participation sociale des personnes handicapées et la dynamique de projet, hein. Donc comment est-ce que eux se mettent en position de pouvoir mener un projet. Et en fait, on leur propose différentes modalités de rendu. Donc il y a un cadrage, et ça c'est l'enjeu, hein. Il y a des critères très précis qu'ils connaissent à l'avance, la question de la problématique, le nombre de références réglementaires qu'on attend, le nombre d'auteurs, etc., etc. Et après, le support, ils choisissent. C'est-à-dire que le support, l'année dernière, on a eu des dépliants je ne sais plus combien de pages, des flyers à destination des personnes en situation de handicap elles-mêmes pour rendre accessible leur venue à un stade de foot. Bon. Et là, on travaille à la fois la participation sociale, c'est problématisé, il y a un lien avec les politiques publiques, il y a des partenaires qui sont indiqués. Et donc, à partir du moment où on a critérisé de façon très précise, on arrive à pouvoir noter de la même façon un flyer, une carte mentale et une dissertation. Le plus dur, quelque part, c'est pour les apprenants eux-mêmes. Parce on leur a jamais proposé de faire ça. Et c'est quelque chose d'assez angoissant pour eux. Donc là, cette année, j'ai passé mon temps à les rassurer. Et je me suis dit que j'allais faire ça après un colloque avec des collègues canadiens où un des collègues en sciences de l'éducation, lui, il avait 21 supports différents de remise de sa licence. Et il avait des bandes dessinées, des vidéos, etc. Mais c'était clair quels étaient ses attendus. Et ce qui était assez intéressant, il disait, bah, euh, tous ces supports-là, en fait, je les réutilise dans mes cours les années suivantes. C'est-à-dire que des étudiants pour qui l'entrée par tel type de support sera plus efficace, ils pourront choisir ce support-là. Donc voilà, ça c'est un exemple. Euh, Moi, je suis convaincue, c'est que toutes ces évolutions-là, ces réflexions-là, hein, on est dans des espaces réflexifs de nos propres pratiques, on ne peut pas les mener seuls. Voilà. Et je pense que c'est aussi un moyen de refaire du commun entre les formateurs et les formatrices, hein, de se dire, bah, tiens, on va peut-être essayer quelque chose ensemble et on va le faire ensemble. Attention, il y a peut-être une alerte sur ce point-là. Ton groupe, comment est-ce qu'il est composé? Parce qu'on sait aussi que tant qu'on ne connaît pas à qui on fait cours, c'est quand même difficile de faire cours parce qu'il va y avoir des problématiques. Est-ce qu'on a un espace de travail à la maison? Est-ce qu'on a 3 heures de transport le matin pour venir? Est-ce qu'on a des enfants en bas âge? On sait que tous ces éléments-là vont aussi avoir des liens. Donc, un enjeu de connaître aussi ces étudiants et ces étudiantes. Et puis peut-être pour poursuivre, j'ai pas répondu totalement, hein, donc cohérence, on identifie son public, on identifie les obstacles et on essaye de pouvoir les dépasser. Euh, Moi, sur la recherche récente là, que j'ai terminée au mois de novembre, donc plus récent, c'est difficile, euh, j'avais ressorti 4 éléments. Et puis il y a un petit support qu'on a dû vous mettre dans le chat où il y a certains verbatim. Le premier, c'est sur la question de la mise à disposition des supports de cours, hein, y compris pour des personnes pour qui c'est un aménagement individuel, le fait de ne pas l'avoir, hein. Ça, on est vraiment pour le coup dans un obstacle plus, plus, plus. Euh, Deuxième élément, c'est sur la question des QCM. Voilà. Les questions à choix multiples, ça demande une vraie préparation et ça pose de vraies problématiques à certains jeunes. Parce que bah, des fois, on n'a pas forcément la capacité à pouvoir prendre au brouillon pour faire un petit calcul mathématique avant de répondre au QCM. Parce que la question de la gestion du temps, quelqu'un parlait de temporalité tout à l'heure, la question de la gestion du temps, de la fatigabilité, évidemment, quand on est dans une logique de QCM, eh ben, ça va se confronter, ça va se mettre en tension. Le travail de groupe est mon deuxième sujet de passion en ce moment, après les évaluations. Là, sur les jeunes que j'ai suivis, quasiment tous, hormis un, donc ils sont 13, hein, il y en a un pour qui le travail de groupe ne pose pas de difficulté,
tous les autres sont en difficulté dans le travail de groupe, y compris avec du travail de groupe, alors qu'ils ont déjà des difficultés en termes d'interaction sociale qui va les mettre en conflit avec leur père. Donc ils ont déjà des difficultés et le travail de groupe, ça va être la chape de plomb qui va se remettre, se surajouter quelque part. C'est Et intéressant ce que vous ouais. dites, Marie-Pierre, par rapport à ça, enfin par rapport au travail de groupe. Alors après, je sais pas ce qu'on entend dans le travail de groupe, mais ça vient un petit peu contrebalancer ou contredire même les témoignages de Perrine. Alors Véronique, on n'a pas forcément parlé, mais c'est vrai que dans les organismes de formation, on travaille beaucoup en groupe, on s'appuie beaucoup sur la dynamique de groupe. Voilà, où est la difficulté au niveau des apprentissages et qu'est-ce que vous constatez par rapport à ça? Alors, dans l'enseignement supérieur aussi, hein, et puis dans la formation pour adultes, moi je forme aussi les enseignants, les enseignants spécialisés, on passe beaucoup par le travail de groupe, hein. Et là, dans toutes les expériences, c'est la difficulté à pouvoir trouver sa place, à pouvoir s'organiser, à comprendre et être compris par les autres. Et il y a tous ces éléments-là, et y compris tous les implicites auxquels les jeunes n'ont pas forcément accès. Et donc, ils vont préférer se mettre à l'écart. Euh, Là, dans les verbatims, j'ai pris Katia, hein, elle dit, pour moi, ce n'est pas facile. Du coup, je suis plus dans la team, je fais toute seule. Elle est en école d'architecture. Travail de groupe, pareil, c'est évidemment un attendu. Et en fait, pendant une année entière, elle va faire tous les travaux de groupe toute seule. Donc, elle va avoir par ailleurs une charge de travail beaucoup plus importante que les autres, etc. Et puis en deuxième année, elle va trouver un binôme, quelqu'un avec qui elle se sent bien, qui travaille un peu de la même façon qu'elle, qui aime pas être en retard, qui fait pas les choses au dernier moment, et ça la sécurise. Et moi, il me semble qu'un des enjeux, mais d'ailleurs pour tous les apprenants, hein, pas que pour les apprenants en situation de handicap, c'est de se re-questionner sur quels sont nos attendus au travers des travaux de groupe. Pardon. Quels sont les attendus? Comment est-ce qu'on arrive à les suivre? Comment est-ce qu'on peut faire à des temps précis de l'évaluation, de l'auto-évaluation, hein, que la note, ce soit pas juste le moment du passage oral, mais comment est-ce qu'il y a des temps intermédiaires aussi? Et moi, de plus en plus, mais ça, c'est des choses que je teste, hein, donc je teste, peut-être que dans 2 ans, je testerai d'autres choses. Moi, maintenant, tous les travaux de groupe, je les fais faire en présentiel et je suis là. C'est-à-dire que je vois les personnes travailler. Et je dis pas, bah, vous ferez ça plus tard à la bibliothèque, chez vous, le week-end, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que je considère le travail de groupe comme un temps de la formation sur place et en présentiel. Et donc, ça me permet aussi, quand je vois qu'il y a des difficultés dans un groupe, de pouvoir intervenir, d'éviter les mises à l'écart, de reprendre, d'avoir parfois des outils un peu plus où je vais proposer aux personnes, notamment au début, moi je suis du coup un peu plus directive pour les aider à s'organiser. Le but c'est qu'ils puissent le faire évidemment seuls après, mais je ne vais pas les laisser s'empêtrer et en difficulté. Donc voilà, c'est aussi de cette façon-là dont je pense on peut être amené à réfléchir. Mais ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, hein. Par exemple, j'ai des collègues sur une université, ils avaient fait de l'auto-évaluation avec leurs étudiants dans des travaux de groupe. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils étaient sur un petit groupe où il y avait de fortes tensions interindividuelles, hein, et l'auto-évaluation n'a absolument pas été constructive. Elle a été utilisée par certains pour plutôt désigner, mettre à l'amende d'autres. Donc on était vraiment dans une logique où la collègue s'est retrouvée à devoir rétro-pédaler en disant, ben, on va pas faire comme ça. Donc il y a aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à engager les apprenants dans cette réflexion. Et je pense que c'est aussi un des enjeux de la pédagogie inclusive, et c'est ce qui ressort hein, des échanges qu'on a pu avoir, c'est comment est-ce que on arrive à construire aussi avec et de permettre l'engagement, hein, qui permet derrière bah, tous les aspects motivationnels, Perrine les a évoqués, et ce qui permet aussi ce que les Canadiens appellent la persévérance, hein. Mais on est bien aussi sur ces éléments-là. Et ça veut dire que ça demande aussi un peu une évolution, un changement de posture de la part des formateurs, des formatrices, des enseignants, des enseignantes, hein. On n'est plus dans un lien uniquement descendant où il y en a qui ont le savoir et il y a les autres. Et parfois, ça peut aussi, bah, du coup, mettre en difficulté, et c'est une réalité, hein, je pense que ça arrive à tout le monde, hein, mais ça invite aussi à se re-questionner. Et le fait d'être dans un collectif que j'évoquais tout à l'heure, bah, quand on se retrouve en difficulté, ça permet aussi de pouvoir partager avec ses collègues, hein, voilà. Et je pense que c'est ces liens-là aussi qui invitent
à réfléchir les pratiques, à les partager, à s'appuyer sur les construits des équipes et des ingénieurs pédagogiques et de voir bah, comment, bah, tiens, il existe telle chose, comment moi je pourrais me l'approprier en me disant, bah, dans mon cours, il y a tel obstacle. Je vois bien qu'il y a un problème de l'environnement. Les étudiants sont plus à l'aise quand on est dans telle salle que dans telle autre salle. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est l'environnement? On va plutôt considérer que c'est l'environnement. C'est aussi toutes ces questions-là qu'on est amené à se reposer et je pense qu'il rend aussi euh, comment dire, le métier de formateur, d'enseignant aussi passionnant. Voilà. On est toujours dans des rencontres qui vont être différentes, alors qu'on soit y compris dans l'éducation formelle ou dans l'éducation informelle, hein, parce que je pense que le vécu dans des tiers-lieux, on est aussi sur ces vécus-là, hein. Un groupe, le même groupe, d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, un groupe sur l'autre, on va avoir des expériences très très différentes et qui nous enrichissent aussi, hein. On est toujours, pour moi, dans un lien qui va permettre d'enrichir aussi nos pratiques et nos propres réflexions. Voilà sur un petit peu ces éléments-là. Peut-être il y a une collègue qui posait une question du coup sur les ressources, mais Sylvie, c'est vous qui me dites. Il y a une collègue effectivement qui disait que Oui, c'était intéressant ce que vous disiez par rapport aux modalités d'évaluation et que ça pouvait également concerner les certificateurs. bien sûr. Donc voilà. Et puis non, moi ce que je voulais c'était peut-être laisser soit Véronique ou Perrine, je ne sais pas si vous avez envie de rebondir aussi par rapport à ce qui est dit, notamment sur bah, voilà, le fait d'associer très en amont bah, l'ensemble des apprenants au dispositif. Vous l'avez évoqué un petit peu en introduction, Perrine. Véronique, pareil, est-ce que vous avez des choses à redire par rapport à l'évaluation, aux différents formats d'évaluation? Est-ce que dans un organisme de formation, vous pouvez faire ça? Est-ce que vous avez la main là-dessus? Enfin, voilà, ce serait intéressant d'avoir un petit peu chacune votre retour. Peut-être Perrine? Oui, tout à fait. Euh, oui, effectivement, ça résonnait bien. Moi, j'utilisais pas mal l'auto-évaluation à chaque séance, de faire un cœur, tête, main. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je vais faire. Et parce que bah, ça, c'est à l'oral et c'est accessible à la plupart, en tout cas, d'entre eux. Et aussi, on a fait des temps où en fait, on avait une discussion vraiment, donc là, à plusieurs et en groupe. Donc, parce que nous, on utilise beaucoup le groupe et les petits groupes pour donner leurs impressions, là où ils en étaient, ce qu'ils avaient aussi appris, comment ils avaient évolué, et est-ce que d'avoir leur avis, en fait, et pas de forcément donner le nôtre. Donc à la fois, on est dans l'observation et l'auto-évaluation. Et Je sais avec pas si ça répond à la Marie-Pierre, question. pour aller peut-être un petit peu sur une autre question aussi, avec Marie-Pierre, quand on avait préparé le webinaire, Marie-Pierre insistait beaucoup sur, voilà, en termes de processus aussi, c'est-à-dire que le contenu de formation compte, mais ce qui compte aussi, c'est la manière d'apprendre et le processus. Je suppose que au tiers-lieu, vous êtes aussi attaché à ce type d'évaluation sur Mm. voilà, l'acquisition de compétences, on va dire, un petit peu transversales également, quoi. Oui, oui, beaucoup sur c'est effectivement ces compétences transversales qui pourront aussi transposer ailleurs et beaucoup sur les nouveaux apprentissages, toute Mm. la partie psychosociale, l'estime de soi, la confiance en soi, de pouvoir euh, expérimenter et s'auto-évaluer, c'est très important. Et aussi se comporter en groupe, trouver des soutiens. On valorise aussi le fait de savoir demander de l'aide, mais aussi de pouvoir exprimer ses propres limites. Là, je le sens pas, je veux pas y aller. Mm. Ben, on n'insiste pas. Par contre, on valorise le fait qu'ils ont pu l'exprimer. Mm. Véronique, de votre côté, est-ce que vous avez des choses à repartager? Est-ce que ça fait écho avec des pratiques que vous avez, vous, au sein du Greta? Alors, bah, les pratiques, on n'a pas une pratique, on a chaque formateur, voilà, il y a ce qu'on appelle une liberté pédagogique, hein, donc voilà. Et puis, il faut savoir que nous, on s'appuie sur les établissements scolaires. C'est la particularité du Greta, c'est qu'on fait partie de l'éducation nationale, donc on a aussi bien des formations qui sont assurées par des formateurs Greta, mais aussi par des enseignants de la Mm. formation initiale. Après, pour revenir sur la certification, ben, justement sur nous, on a des certifications soit de l'éducation nationale, soit du ministère du Travail avec des titres pro ou des certifications de branche.
Et là, ben non, on n'a aucune marge de manœuvre. On a des, voilà, même si on est la plupart du temps sur ce qu'on appelle du CCF, hein, du contrôle en cours de formation, on a quand même des grilles, etc. Il y a toujours un référentiel qui nous donne ce qu'il faut faire, des grilles à remplir. Euh, Là-dessus, la marge de manœuvre est assez limitée. On va être juste pour les adaptations, on a quand même évidemment les aménagements d'épreuves qui sont accessibles, que ce soit à Éducation nationale ou au ministère du Travail pour les titres pro. Donc il y a quand même évidemment une adaptation qui est faite, mais c'est toujours très cadré. On n'a pas de marge de manœuvre en tant que telle, quoi. Ben, C'est on entend ouais, qu'effectivement, c'est c'est- pas comme un tiers-lieu, mais par ah contre, non, je veux bien avoir effectivement et non. le retour de Marie-Pierre Ouais. par rapport à ça sur les référentiels, justement. Alors, il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai participé à toutes les concertations qui ont rédigé les textes sur les aménagements d'examen depuis 2007. Et donc, voilà, c'est un sujet euh, qui me parle, hein. On reste sur la réglementation sur les aménagements d'examen dans une approche très individuelle, hein, pour le coup, y compris par type de trouble, hein. Donc, parfois, si on n'est pas dans la bonne case, on peut ne pas avoir accès à certains aménagements. Et c'est une littérature foisonnante. Voilà. Je le dis de cette façon-là, hein, puisque moi, avec des collègues, on travaille sur un dossier documentaire qu'on ressort tous les ans, qui fait à peu près 80 pages sur l'ensemble des références réglementaires sur les aménagements d'examen, hein. Donc, c'est effectivement quelque chose de très très complexe parce qu'on va avoir pour chaque examen nationaux, hein, bien évidemment, ou certification, hein, d'ailleurs, on va avoir dans telle matière, vous pouvez faire telle chose en fonction de tel type de trouble, même pas en fonction de tel besoin, hein. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il y a une vraie complexité, avec des paradoxes complets, hein. Moi, dans ma recherche, là, il y a un des jeunes, il a eu plein de choses pour passer son STS, y compris des choses qui ne correspondent pas aux examens qu'il passe. Mais bon, il avait tout demandé, on lui a tout attribué, y compris des choses qui ne servent à rien. En général, c'est plutôt l'inverse, hein. On demande beaucoup de choses et puis on n'a pas forcément ce qui nous est le plus utile, avec cette difficulté euh, que très souvent, les jeunes et leurs familles, ils ont plutôt tendance à demander beaucoup de choses pour en avoir le moins possible, et y compris c'est ce qu'on leur conseille, hein. Donc il y a aussi toujours cette tension-là. C'est ce qu'on leur conseille, et sans pouvoir affiner vraiment ben, quels sont les besoins en situation. Et je pense qu'il y a un autre sujet. Alors il y a eu des travaux qui ont démarré il y a quelques années avec un groupe de travail ministériel qui était sur cette thématique, mais qui s'est arrêté assez vite, hein. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à l'accessibilité en tant que telle des épreuves certificatives et des épreuves du baccalauréat, du BTS, des CAP, etc., des CQP, etc., etc. Et cette dimension-là de réflexion qui demande, hein, des bougers pour le coup institutionnels, parce qu'il faut effectivement des validations, euh, en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'il faut, on n'y est pas encore. Moi je m'amuse tous les ans, enfin je m'amuse, non, on est dans une logique de formation, mais tous les ans j'invite des enseignants, en particulier de lycée, mais pas que, à reformuler les épreuves du diplôme national du brevet pour un élève qui aurait besoin de reformulation, ou à composer sur certaines épreuves du diplôme national du brevet, où les pages sont pas numérotées, où la question 1, il faut aller remplir dans le tableau en page 7. Bon, c'est des exemples réels, hein, c'est pas des exemples inventés. Et là, les enseignants eux-mêmes se rendent compte que quand eux, ils ont à composer, mais c'est hyper compliqué, y compris en termes de reformulation. Aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines de jeunes, on séquence les consignes, on reformule, alors que bah, le séquençage de consignes, on pourrait le prévoir pour tous dès le départ. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Euh, le fait de pouvoir audio-décrire une image, est-ce qu'on ne ferait pas l'audio-description? La personne qui conçoit le sujet fait l'audio-description, la met à côté de l'image. Parce qu'y compris si c'est quelqu'un d'autre qui va effectivement, enfin l'image, la vidéo, etc., si c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, il ne sait pas forcément quels sont les attendus de la personne qui a conçu le sujet et quels seront les attendus du correcteur. Donc il y a tous ces éléments-là en termes d'accessibilité où on pourrait retravailler de façon beaucoup plus systémique, on va dire, et en profondeur, pour permettre, y compris, et là on est dans la même logique, hein, si on a du séquençage déjà de consignes, etc., si on lève les implicites des sujets, ben en fait, il y a plein d'accompagnements individuels qui ne seront plus utiles, hein. Et il y a Oui, vraiment c'est cette toujours le même réflexion-là où il faut principe, aller. Ouais. toujours le même principe de
de votre schéma entre la Mm. compensation et effectivement Et l'accessibilité. de se dire que ce sera utile, y compris à des jeunes qui ont d'autres profils d'apprentissage, qui ne sont pas Mm, forcément en situation de handicap, mais effectivement, des jeunes nouvellement arrivés qui vont parfois avoir des difficultés avec la langue française, des jeunes... Voilà, on va du coup répondre aux besoins du plus grand nombre des apprenants. mm, Avec quand même cette idée, l'évaluation, elle est bien là pour valider des compétences, elle n'est pas là pour créer des pièges pour celles et ceux qui ne voient pas le piège et qui tombent dedans. Voilà. Et voilà, là on est plus sur des questions éthiques, mais je pense que parfois, malheureusement, il y a aussi un peu de ça quand même. mm, mm. Mais ça reste entre nous, hein. Alors, il y a Charlotte. Donc, je vous incite, comme on est sur les dernières minutes, si vous avez des questions à poser, que ce soit donc à Perrine, Véronique ou Marie-Pierre, n'hésitez pas là, à poser toutes vos questions. Il y a Charlotte qui pose une question que je lis en même temps que vous. Existe-t-il des professionnels spécialisés dans ces adaptations dans les établissements scolaires? Alors, dans les adaptations au regard des aménagements d'examen, bah, il y a les personnes qui vont être ressources au sein des établissements scolaires, hein. Donc, ça peut être dans les personnes ressources, on a les coordonnateurs de dispositifs ULIS qu'on a évoqué tout à l'heure. On peut avoir d'autres professeurs ressources sur les territoires qui peuvent effectivement venir en appui. Normalement, sur la réglementation sur les aménagements d'examen, donc quand on arrive dans le secondaire, hein, c'est quelque part le professeur principal qui a aussi la main hein, pour pouvoir avoir ces discussions, puis évidemment le chef d'établissement pour informer des démarches. Donc il y a des appuis et il y a des points d'appui. Il y a à ma connaissance un seul guide qui a été produit par l'Académie de Dijon suite au texte récent de l'enseignement secondaire en 2020 et qui présente un certain nombre, enfin qui présente le cadre et puis des bonnes pratiques. Donc Mm. lui est assez intéressant. Et dans l'enseignement supérieur sur les autres certifications, on a une réglementation récente hein, la circulaire date du 6 février 2023, si je ne me trompe pas, ou 2024. Donc voilà, on est aussi sur des textes récents et- qui évoluent en permanence, hein. Les examens évoluent en permanence et les aménagements évoluent en permanence, hein. Il y a encore par exemple, les formulaires de demande nationaux pour Diplôme national du brevet, CAP, bac, etc., mention complémentaire. Il y a de nouveaux exemplaires qui ont été publiés là au mois de septembre parce qu'il y a de nouveaux aménagements qui ont été mis en place et c'était pas normal que ça ne soit pas dans les formulaires nationaux. Donc, Et est-ce que vous avez, excusez-moi, je vous interromps, non, non, Marie-Pierre. allez-y, au Du coup, contraire. là, on parle évaluation, mais même sur les supports pédagogiques de manière générale, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a un peu des guides de bonnes pratiques, des choses comme ça qui pourraient, parce que je pense aux organismes de formation qui se Bien disent sûr. et aux formateurs qui, voilà, qui sont là, qui nous écoutent et qui se disent, bah oui, c'est vrai que comment je pourrais, moi, faire de mon côté, par moi-même, pour repenser un petit peu mes supports pour qu'ils soient justement plus accessibles au plus grand nombre. Est-ce qu'il y a un site qui répertorie des bonnes pratiques ou est-ce que vous avez des ressources, vous, en tête, que vous Ouais. pourriez partager? Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup, sur ce sujet aussi, il y a beaucoup de Hum, choses qui sont publiées, hum, mais qui ne sont pas forcément organisées. Et donc, on ne sait hum, jamais effectivement où aller piocher, etc. Il y a eu pas mal d'éléments qui ont été travaillés par Canopé, donc qui est le réseau pour le coup en appui du ministère, hein. Je sais que sur les territoires, ils font des conférences aussi et voilà, il peut y avoir aussi par exemple je pense à une enseignante d'histoire géo qui avait présenter comment est-ce qu'elle avait travaillé à partir de la conception universelle des apprentissages, ses cours d'histoire-géographie. Donc bon, là, ça c'est un exemple. Moi, je m'appuie très souvent, alors c'est vrai que je travaille plus avec aussi les adultes et l'enseignement supérieur, mais moi, je m'appuie très souvent sur les travaux, et puis dans le diaporama, j'ai mis la ressource des collègues en Amérique du Nord, hein, donc Canada, États-Unis. Donc il y a la ressource du CAST, hein, qui est vraiment l'organisme qui travaille les directives de la conception universelle de l'apprentissage. Alors, pour moi, il ne s'agit pas du tout d'un cadre enfermant, hein, c'est plutôt un cadre de réflexion, on s'appuie dessus et puis on va voir. Et puis, il y a tous les travaux de l'Université de Laval, il y a beaucoup de vidéos
d'enseignants qui témoignent, de mise à disposition de supports, et ça, c'est très, très riche. Et puis après, il y a tout ce qui va être produit. Alors, je vous ai mis quelques éléments. Il y a eu un hackathon d'étudiants de l'Université de Bordeaux sur comment rendre mon PowerPoint accessible. Il dure 15 minutes. Je trouve qu'il est très bien fait, donc je vous l'ai mis à disposition. Il y a beaucoup de ressources, évidemment, associatives, hein, je pense aux différentes associations qui produisent aussi sur ces questions. Et puis pour faire le lien, il y a des guides, hein, je vous en ai mis aussi une référence à un guide, alors plutôt côté des collègues québécois là aussi. Et puis en France, il y a vraiment une littérature qui émerge aujourd'hui sur cette dimension pédagogie inclusive, conception universelle, accessibilité, pédagogie à visée universelle. Euh, alors, je vous ai pas forcément mis beaucoup d'articles parce que je voulais pas Oui, 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 tout à faire fait. surplombante. Oui. Euh, Mais ça mais fait déjà voilà, quelques voilà. éléments, effectivement. Et puis, il y a Hélène, Hélène Gandon, là, dans le chat, qui nous parle du modèle RAI que vous connaissez peut-être et qui nous partage, en fait, cette ressource. Merci beaucoup, Hélène. Ça fait effectivement une ressource à partager. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je vois que voilà, l'heure tourne. Nous allons maintenant peut-être conclure notre webinaire. Bah, je voulais vraiment vous remercier donc toutes et tous pour cette intervention, ces interventions qui ont été très riches. Merci aussi aux participants pour toutes vos questions. Donc, encore une fois, merci à vous. Je voulais également faire passer une information puisque notamment concernant les référents handicap formation, puisque le Greffe Bretagne fait partie d'un projet donc en partenariat donc et à la demande de l'AGFIP et de la région Bretagne pour mettre en place un réseau des référents handicap en formation. Et donc, il y a eu des premières étapes, des premières bases de construction de ce réseau donc en 2025. Et puis en 2026, le travail va se poursuivre donc avec l'ensemble des référents handicap formation et on vous invite à participer à un webinaire qui aura lieu tout début février, le 6 février, sur justement la notion de référent handicap formation aujourd'hui dans vos contextes de formation. Donc voilà, on diffusera l'information et les invitations très prochainement, mais voilà, je voulais vous informer de ce projet et de cette action en particulier. En tout cas, je vous remercie. Merci Perrine, merci Véronique, merci Marie-Pierre et merci Sébastien pour ton intervention également dans le chat. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.